Bonsoir les miens, j'espère que vous allez super bien, en tout cas. Si ce n'est pas le cas, je vous le souhaite. Moi, malheureusement, je ne vais pas très bien. D'abord parce que j'étais malade pendant 2 semaines. Je suis en direct. Donc, je disais d'abord parce que j'étais malade. Ça fait à peu près 2 semaines, si ce n'est plus de 2 semaines. Même si je m'efforce quand même à travailler. Et que ça, c'est la 3e semaine. Ça commence à aller beaucoup mieux. Et j'ai été vraiment touchée ce matin par l'annonce du décès de l'un de mes grands frères. Enfin, c'est mon grand frère. Et ce qui me fait le plus mal et ce qui m'a même fait pleurer, parce que j'ai vraiment pleuré et j'ai même beaucoup pleuré, c'est ce que représente cette mort-là dans la société dans laquelle nous vivons. Quand on se bat pour l'état de droit, pour la justice sociale, pour la dignité humaine pour tous, on a malheureusement beaucoup de nos compatriotes qui ne comprennent pas encore le bien fondé de ce genre de combat, qui ne comprennent pas les raisons de ce genre de combat. On a une construction sociale dans notre pays qui fait que dans nos familles, dès lors qu'une personne, déjà c'est très rare que dans une seule famille, plusieurs personnes réussissent. Il y a des causes exogènes et endogènes à cela. En plus de cet état de fait, dans nos familles, quand on en a un qui réussit, le un en question, il porte toute la famille. C'est lui qui va enterrer tout le monde dans la famille, c'est lui qui va marier tout le monde dans la famille, c'est lui qui va payer les études de tout le monde dans la famille. En fait, c'est la seule personne à répondre de tout et pour tout le monde. Mais souvent, on ne pense jamais que cette personne elle-même peut tomber. On ne s'y prépare même pas. Et quand cette personne tombe, c'est un déluge absolu. Parce que dans notre pays, on n'a pas su construire de politique publique véritable, sociale, qui tiennent compte de la citoyenneté, qui tiennent compte de chaque individu. Des politiques publiques qui permettent à l'État de savoir que la vie de chaque Gabonais pris individuellement est sa responsabilité. Et non la responsabilité d'un membre de la famille qui s'est efforcé de réussir et qui doit maintenant porter le lourd tribut de la vie de tous les autres. Quelqu'un est malade, c'est lui. Tu vas aller vérifier quand il s'est trop battu et qu'il est arrivé à avoir un diplôme tel que, enfin pas un diplôme, un poste de cadre dans l'administration publique, même si son salaire c'est 1 million, même si son salaire c'est 2 millions, il ne peut pas s'en sortir avec. Il va essayer de se construire à lui-même tout seul une petite vie de dignité humaine, un logement décent. Il va essayer de construire sa propre famille, épouser une femme, avoir des enfants. Au-delà de cela, au bureau, chez vous là-bas. Au-delà de cela,
toutes les personnes de la famille qui tomberont malades. Bonsoir, bonjour petite soeur. Toutes les personnes de la famille qui tomberont malades, c'est lui qui va payer. Tout ce qui va se passer. Et ce grand frère Alain qui vient de nous quitter, je l'ai vu se battre. Il est tombé dans mes pommes, je crois au mois de décembre. Je l'accompagnais à l'aéroport, enterrer sa dernière petite sœur, le dernier bébé de sa mère. Ça faisait quelques années. Il avait enterré aussi son autre petit frère qui est mort à la prison centrale de Libreville. Il a été arrêté dans les histoires de l'opération des gens qui faisaient l'or à Mindik. Des jeunes de Mindik qui se débrouillent, qui cherchent le travail. Eh bien, vont travailler à Mbara. Et à l'époque, il y avait eu une opération, je ne me souviens plus, dans le cadre des activités gouvernementales, qui avait débusqué tout ce qui se faisait à Mbara. Ils ont pris donc tout le monde. Ils ont amené ici à la prison centrale de Libreville. Patron, il s'appelait, paix à son âme. Il n'a même pas eu l'opportunité d'être jugé. Il n'a pas eu l'opportunité d'être entendu. On est juste allé les ramasser à Mbara, alors qu'ils étaient là pour chercher à vivre. Parce que les Gabonais ne sont pas pris en compte par l'État. Les Gabonais n'ont pas de travail. Et lui, pour essayer d'être autonome, il est parti travailler à Mbara, là où les gens font l'exploitation de l'or là-bas, pour pouvoir se nourrir lui-même. Une opération gouvernementale a conduit à ce qu'on l'arrête, on l'amène à la prison centrale de Libreville, alors qu'il ne connaissait même pas Libreville. Il n'avait même jamais été genre, il va venir à Libreville, il va se libérer. Non. On l'a appelé que ton frère est mort en prison à Libreville, à sans famille. On n'a jamais su de quoi. On n'a jamais su s'il est tombé malade, si on l'a empoisonné, si quelqu'un l'a tué en prison. Nous les pauvres, ou les enfants de pauvres, ou les familles pauvres, ou les familles qui se débrouillent, des enfants de prolétaires, on n'a pas le droit à la vérité. Tu vas te demander à qui? On t'appelle juste que voilà, il y a ton parent qui est mort. Et là encore, c'est si tu as la chance que quelqu'un de la prison te connaisse. Sinon, tu n'as aucune information. Tu ne peux pas demander de quoi est mort mon parent. Tu ne peux pas demander une autopsie. Tu ne peux pas demander rien. Alors qu'il ne s'attendait pas à ça, il a pris de ses économies, de son salaire, pour porter ce décès-là. Prendre son petit frère d'ici, l'amener à Mindik, pour aller l'enterrer et revenir à Libreville. Vous-même, vous savez que les obsèques dans notre pays-là coûtent excessivement cher. Excessivement cher. Et à l'époque, on avait encore les familles qui cotisaient. Aujourd'hui, les familles ne cotisent vraiment plus. Dès qu'on a identifié un responsable, si tu réunis toutes les cotisations que tu reçois, 10 000 ici, 5 000 ici, 20 000 ici, 30 000, celui qui a donné beaucoup, 40, 50, c'est pas ce qui va payer le transport de major, qui te prend peut-être 300 ou 500 000 pour transporter le corps. C'est pas ce qui va payer tout ce qui va se passer, cercueil, morgue et consorts. Peuple gabonais, nous souffrons. Et quand je vois la misère des miens et des Gabonais, je me dis, mais mon Dieu, on entend tous les milliards qui sont sortis. Comment on peut se détester à ce point? Comment on peut empêcher aux Gabonais dans leur propre pays d'avoir un minimum vital, d'avoir le minimum de revenus, comme ça se passe en France, mon Dieu. Les Français ne sont pas des surhommes ou des surhumains. Dès que tu accèdes à un certain... D'abord, l'État prend soin de toi, même du ventre de ta mère jusqu'à l'âge de 18 ans. À 18 ans, maintenant, tu deviens autonome. L'État te donne les moyens d'avoir ta maison. Même si tu es en location, l'État t'aide à payer le loyer. Parfois 70%, parfois 60%, parfois 40%, selon tes revenus. L'État t'assiste. Tu as un revenu même si tu ne travailles pas. Au Gabon, ça n'existe pas. Au Gabon, les politiques ne veulent pas réfléchir à ce genre de choses. Et ça reste la responsabilité exclusive des familles. Et ces familles-là, elles ne sont pas portées. Ces familles-là, elles sont tellement précarisées que le seul qui réussit, il ne peut même pas être heureux parce qu'il est obligé de porter tout le monde.
Si c'est quelqu'un qui pouvait atteindre les sommets du succès, le poids qu'il doit porter va finir par le rabaisser et le ramener dans la misère, alors qu'il avait tout pour réussir. Mais le peu qu'il avait pour construire sa petite vie de famille, sa femme, ses enfants, il est obligé de sacrifier le même peu pour s'occuper des neveux, des nièces, des oncles, des tantes, et de tout le monde. Parce qu'il ne peut pas estimer avoir 100 francs dans sa maison pendant que sa tante au village appelle pour dire que je n'ai pas de quoi me payer le paracétamol. C'est une solidarité meurtrière. C'est une solidarité assassine. C'est l'État qui doit prendre soin de ses citoyens. Et l'État doit créer des conditions qui permettent à chacun d'être autonome et d'être contributif. Ça se passe comme ça dans tous les États au monde. On ne dit pas à l'État d'entretenir l'assistanat éternellement. On dit à l'État de créer les conditions de vie qui permettent à chaque Gabonais d'être dans des conditions d'apprendre un métier, d'être dans des conditions d'apprendre un travail, d'être recruté pour ce travail et d'être rémunéré dignement afin qu'il accède à ce qu'on appelle la dignité humaine. Et c'est cette dignité humaine qui permet que le jour où tu es malade, tu ne vas pas aller harceler ton grand frère dont tu ne connais pas la situation pour lui demander de te payer les médicaments, de payer les médicaments à ton enfant, de payer les médicaments aux membres, à tout ce qui se passe, jusqu'à le culpabiliser. Et ce grand frère-là qui est mort, dans ses familles, parce qu'on ne peut même pas parler de famille, d'une seule, sa mère qui l'a mise au monde, elle est décédée, il était très jeune. Sa mère qui l'a mise au monde a été en mariage avant de mourir. Et elle a fait les enfants là-bas. Son père qui l'a mis au monde, lui aussi, a fait d'autres enfants avec d'autres femmes et dans d'autres mariages. Donc, ce qui fait qu'il se retrouve l'aîné d'à peu près 3 à 4 familles. Et tous là-bas, personne ne s'en sort, ou du moins se débrouille. Donc, c'est lui qui doit porter et qui devait porter ces 4 familles, puisque malheureusement, les enfants de sa mère aussi ont perdu leur père. Donc, il se retrouve orphelin de père et de mère. Aujourd'hui, allô? Oui, mon collègue, je peux vous rappeler plus tard, s'il vous plaît, je suis en direct. Merci. Donc, du coup, il doit porter tout ça. Et il a porté tout ça. Et j'ai vu comment il a porté tout ça. Ce que je garde de lui, c'est cette douleur qu'il a osé m'avouer, que je pense qu'il n'a jamais pu avouer à quelqu'un. Je vous avais partagé l'année dernière une photo de ma soeur que j'avais perdue. C'était sa petite soeur, même père, même mère. Sa petite soeur. Elle était tombée gravement malade. Il a fait venir de Minzik pour Libreville. Elle était de la même génération que moi, on avait à peu près le même âge. Et donc, elle s'appelait Ebou, le petit nom du village. Et on a grandi ensemble parce qu'on est du même village. Ce sont les enfants de ma tante qui est décédée. Et les enfants même de mon oncle. Donc, du coup, elle a fait venir sa petite sœur ici à Libreville. L'a soignée, a tout fait. Il s'est battu pour l'envoyer au Maroc. Vous savez, ici, dès qu'on détecte que tu as un cancer ou quelque chose, machin, on t'envoie à l'étranger. On dit que notre hôpital d'Angonje, là, n'est pas adapté pour pouvoir, eh bien, recevoir et soigner les gens. Donc, on commence un peu les petits soins, on t'envoie au Maroc. Quand la nouvelle est arrivée du Maroc, lui-même, il s'est déplacé au Maroc pour aller voir comment sa petite sœur est suivie là-bas. Quand il retourne au Gabon, même pas quelques semaines, on appelle que la petite sœur est morte là-bas, au Maroc. J'ai vu comment il s'est encore battu, parce qu'il devait rapatrier le corps. En décembre passé,
Ça va faire 1 an bientôt, juste là. Elle était morte, je crois, en novembre et le corps avait été rapatrié début décembre. Elle est morte là-bas. Il venait même de se marier. Ça fait 1 an à peu près qu'il s'est marié avec son épouse. Tout ça, tu dois te battre pour construire ta vie de famille. Tu dois te battre pour sauver tous ceux qui sont autour de toi. Parce qu'ils n'ont personne. L'État n'existe pas. L'État ne les connaît pas. L'État ne les insère pas. L'État ne les accompagne pas. L'État ne s'occupe pas de ses citoyens. Malheureusement. Et la politique que nous avons faite depuis plus de 50 ans est une politique qui ne pense pas à créer un citoyen gabonais, à prendre soin de ce citoyen gabonais, à construire ce citoyen gabonais, à rendre libre ce citoyen gabonais, à faire accéder ce citoyen gabonais à sa dignité humaine. Nous tous là, on se débrouille. Et très peu réussissent. Dans une famille de 10 personnes, si beaucoup ont réussi, c'est 2 ou 3. Et quand il y a 2 ou 3 qui réussissent, c'est parce que le seul qui a d'abord réussi, c'est lui sacrifié aussi pour porter tous les autres. C'est une douleur que nous tous nous portons. Et j'ai pleuré toute la matinée, je me suis dit, mon Dieu, parce que je me suis vue. J'ai vu comment j'ai porté mes petites sœurs. Je suis fière aujourd'hui de dire que ma petite sœur est ingénieure, mais si je n'avais pas été là, elle ne le serait pas. J'aurais pu faire comme toutes les autres jeunes filles. Tu te bats, le peu d'argent que tu as, tu peux construire des maisons, tu peux construire des immeubles. Mais quelqu'un viendra te juger, tu es en location ou on n'a pas vu ce que tu as réalisé, mais tu n'as pas de parents riches. Tes parents se sont battus jusqu'à un niveau pour toi. Toi-même, tu t'es battu pour réussir. Ne pas mettre une croix sur tes études. Continuer l'œuvre de tes parents. Parce que tu es conscient que eux, ils ont tout donné. Et eux, ils n'ont plus les moyens de poursuivre. Ils n'ont plus les moyens de continuer. Mais quand tu regardes derrière toi, tu te prives encore. Tu te sacrifies parce que tu te dis, tu ne voudrais pas assister ceux qui sont derrière toi éternellement. Pour que tu leur donnes 100 francs éternellement. Il faut que eux aussi, tu les accompagnes. Comme tes parents t'ont accompagné. Pour leur créer des conditions de vie. C'est toi qui vas payer l'école. C'est toi qui vas payer les études. C'est toi qui vas tout faire. Ma petite sœur, elle a eu son bac chez moi, là, à Bessieux. Dès qu'elle a eu son bac, elle a fait le concours de 2 écoles. À Franceville, là-bas, elle est partie. Elle a eu l'école d'agronomie, elle a eu l'école de génie civil. Elle a subi un harcèlement sexuel là-bas par l'un des responsables de l'administration publique, alors qu'elle avait validé sa première année. Parce qu'elle était consciente qu'on n'a pas d'argent, on n'est pas riche. Ma grande sœur se bat pour nous tous. Et elle-même, elle a vendu dans un bar ou un snack pour pouvoir au moins avoir un peu d'argent de côté pour travailler là-bas. Pour pouvoir assurer sa scolarité normalement. Même si j'étais là, ou nous tous on était là. Pour essayer d'aider. Mais là-bas, un monsieur s'est permis de décider que si elle ne devient pas sa copine ou sa femme, elle ne réussira pas ses études. Jusqu'à le monsieur a tout fait pour l'exclure de l'établissement là-bas, à Polytechnique à Franceville. J'ai parlé de ça ici sur les réseaux sociaux. Je n'étais même pas encore connue sur mon compte personnel, je l'ai dénoncé. C'était tellement grave. On a porté plainte. À l'époque, on avait même notre oncle du village, le frère d'un cousin à papa, qui était procureur à Franceville. Quand on part avec l'affaire, lui-même, il dit, ah, les noms de telle famille-là, on ne peut pas les poursuivre. C'est comme ça que le Gabon fonctionne. C'est pour cela que je suis tellement heurtée. Quand je vois certains magistrats aujourd'hui vouloir venir faire des leçons de morale à certains Gabonais comme si on n'avait jamais agi, mais on s'est toujours battu. On a toujours saisi la justice. On a toujours saisi les juridictions. On ne nous a jamais rendu justice. Parfois, on ne prend même pas ta plainte. On te dit, tel nom-là, on ne peut pas le poursuivre. Non, on ne veut pas d'histoire. Il faut laisser tomber. Et même quand mon oncle là est parti de Franceville, parce que
Ça s'est passé pendant qu'il partait déjà, il était déjà affecté ailleurs. Celui qui l'a remplacé, pareil. On a écrit, on a rédigé, alors qu'il était de notoriété à Franceville là-bas, à Massoukou, que ce monsieur harcelait toutes les jeunes filles. Il voulait coucher avec toutes les jeunes filles de là-bas. Et si toi tu montrais de la résistance, il te pourrissait la vie. Pourtant ma petite sœur était brillante. C'est comme ça que, alors qu'elle avait la bourse de l'État, alors qu'elle avait obtenu son concours pour aller là-bas, on l'a dû la faire revenir à Libreville rapidement, la deuxième année, puisqu'elle avait bien fait sa première année. Le monsieur pensait qu'elle accéderait, et comme elle n'a pas accédé, le monsieur s'est mis à la harceler sexuellement, en inventant tout et n'importe quoi. Et c'était connu de tout le monde. Parce qu'à l'époque, j'avais même reçu des témoignages d'autres étudiantes là-bas qui révélaient exactement la même chose. Mais ce monsieur continue toujours d'exister, il continue d'enseigner. Je crois qu'il est même déjà ici à Libreville. Le jour où je vais aussi me lever encore pour cette affaire, parce qu'elle n'est pas prescrite, ça ne fait pas 10 ans. Et comme c'est une affaire criminelle, j'espère que nos juges auront le courage d'en faire instruire. J'espère que nos juges auront le courage d'oublier les noms et de considérer qu'il y a des Gabonais de seconde zone, des Gabonais super protégés et d'autres Gabonais qui peuvent se permettre tout et d'autres Gabonais qui n'ont même pas droit à être entendus dans leur violence, dans leur souffrance, dans leur détresse. Ça me rappelle, on a donc dû, encore une fois, les gens n'est pas riches, on n'a pas de moyens, se sacrifier encore, se battre encore, pour que quelqu'un dont la vie était déjà un peu sur les rails, on savait que pendant 5 ans, jusqu'à ce qu'elle devienne ingénieure, on aurait pu à se battre, puisqu'elle avait la bourse de l'État. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de bien travailler. Elle a eu le concours. Maintenant, pour la protéger, pour la sauver, on a dû la ramener à Libreville. Elle a fait une année blanche. C'est justement au moment de l'année blanche qu'elle a dû travailler dans un snack pour elle-même montrer aussi de sa détermination à cotiser l'argent pour qu'on l'envoie à l'étranger. Et nous, on s'est battu pour faire le reste. Pour lui assurer au moins 3 années de loyer et de paiement de scolarité. En lui disant que ma petite, tu as l'obligation toi-même de te battre pour manger. Là-bas au Sénégal. Heureusement qu'elle avait des condisciples de classe de Bessieux qui étaient allés au Sénégal, qui l'ont appelé, qui lui ont donné, qui lui ont facilité les inscriptions là-bas. Elle est partie s'inscrire encore, je crois, en première année de génie civil, alors qu'elle avait déjà validé sa première année à Massoukou. Voilà notre Gabon. Le Gabon des enfants de pauvres. Le Gabon des gens qui n'ont pas de pouvoir. Le Gabon de gens qui n'ont pas d'argent. Les Gabon des no-name, dont l'État ne s'occupe pas, qui se débrouillent eux-mêmes et qui essayent de s'en sortir. Et qui retrouvent toujours des obstacles. Et qui sont ces obstacles? Ceux qui ont tout. Les privilégiés indus de la République. Elle est allée là-bas. Heureusement, elle a tenu. Elle a brillamment fini ses études. Elle a commencé à travailler là-bas. Je lui ai dit, le Sénégal ne paye pas bien. Et puis, au Gabon, il faut rentrer. Tu es devenu ingénieur, tu vas trouver le travail. Elle est rentrée. Je suis heureuse aujourd'hui. Depuis lundi, elle a commencé son travail. Je suis même très heureuse parce que ce sont les entreprises qui l'ont discuté. Pourtant, je n'ai fait aucune intervention. Elle n'a été pistonnée nulle part. Je veillais seulement, remonte-moi ton CV, remonte-moi tes lettres de motivation. On relisait. S'il y avait quelques corrections à apporter, on les apportait. Elle-même, elle est allée déposer dans les entreprises. Et ces entreprises se sont mises à l'appeler. Elle a même décliné plus de 3 offres. Puisqu'elle avait déjà donné sa parole dans l'une des entreprises. Et comme on s'est aussi renseigné un peu, on nous a dit que cette entreprise était très sérieuse. Elle travaille aujourd'hui. Pour dire que les quelques-uns qui réussissent, quand il y en a un, il veut se battre pour faire en sorte que les autres aussi réussissent. Il veut se battre pour faire en sorte que les autres aussi accèdent au petit bonheur. Mais parfois, on n'y arrive pas. Et c'est le cas de mon frère.
Mon frère, je l'ai vu se battre. Entre essayer de lever ceux qui sont au plus bas de l'échelle, les mettre à l'école, leur faire des formations, permettre qu'ils aient un petit salaire quelque part, un petit travail, recueillir les enfants de ceux qui sont morts pour s'en occuper lui-même, en plus de ses propres enfants à lui. Il doit aussi enterrer les gens. On était là, je crois, à SAF. Je suis d'abord partie de la maison. Je suis allée le trouver début décembre 2024, à 4h, 5h du matin à l'aéroport, pour aller chercher le corps de sa petite sœur qui revenait du Maroc. J'ai vu comment il était affecté. Il était quasiment seul avec l'un de ses petits frères. Et nous autres, on est allés le soutenir un peu. C'est dire c'est quoi être parfois un orphelin. On est parti de là. Et le jour de... C'est même moi qui avais mis mon nom et tout pour retirer le corps. Tellement il était sollicité de partout, toujours pour les mêmes obsèques. Quand maintenant le corps devait partir de la ASAF, c'était le même jour. Parce qu'il fallait qu'ASAF revérifie le corps et tout. J'étais là. Ma propre sœur avec qui j'ai grandi. Avec qui j'étais là. Je l'ai vue morte. J'ai vu comment on la nettoie. J'ai vu comment on fait pour voir comment est-ce qu'elle doit maintenant voyager jusqu'à midi. Mon frère était en train de chercher l'argent à gauche, à droite. Parce qu'il voulait rendre un hommage digne à sa petite sœur. Et sa petite sœur a laissé les enfants. Il a pris tous les enfants. Il les garde, il les élève. Ça ne fait pas un nom. Et je me souviens le dernier câlin que je lui donne pour lui dire au revoir. Parce qu'il partait à Mindic. Je ne pouvais pas voyager malheureusement jusqu'à Mindic. Donc j'étais à SAF. Il s'est mis à pleurer dans mes bras. Pourtant un grand garçon. Il s'est mis à pleurer. Pourtant je ne pense même pas qu'il avait 40 ans. Il s'est mis à pleurer. Il dit Marlène, je ne sais pas, ma petite sœur. Je suis le seul. Je porte tout seul. Est-ce que maman qui est partie me voit? Tel est mort, c'est moi qui dois enterrer tel. Voilà encore Ebou que je dois accompagner. Tout seul. Vous savez que chez nous, on n'a pas une culture que les hommes pleurent. Mais quand tu vois un homme arriver jusqu'à couler des larmes, à pleurer dans tes bras, c'est que la douleur est profonde. C'est trop. C'est-à-dire que tu t'es battu pour que ceux qui viennent après toi tiennent. Et toi, tu te retrouves maintenant à les enterrer. Parce qu'ils sont tombés malades. Et tu n'as pas pu. Pourtant, tu as fait tout. Tu as pris tes économies. Tu as envoyé à l'étranger pour qu'ils soient soignés. Parfois au détriment de ta propre santé. Et ce matin, j'apprends qu'il est mort. Alors que c'est lui qui s'occupe de tout le monde. De toute sa petite famille. De tous les enfants de ses sœurs. De tous les enfants de ses tantes. Il y a peut-être plus de 10 enfants dont il a la charge. Ses petits frères. Ses petites sœurs. Ceux qui sont encore à l'école. Ceux qui sont dans des formations. C'est lui qui payait. C'est lui qui tenait. C'est lui qui supportait. Les parents. Quelqu'un est malade. C'est chez lui qu'ils vont. À Libreville. Il les reçoit. Il soigne. Il fait tout. Mais quelqu'un comme ça ne peut pas mourir. Quelqu'un comme ça ne peut pas mourir. Parce qu'au-delà de sa mort, c'est la mort de toute une famille. Dans un état où l'État n'existe pas. La citoyenneté n'existe pas. Le citoyen n'existe pas. Qui va prendre soin de tout ce beau monde qui reste? De son épouse. De ses enfants à lui. Même si son épouse va rester à se battre. Mais personne ne pourra reprocher à son épouse de se battre seulement pour ses enfants à elle. Elle a quel pouvoir, quel poids, pour se battre pour tous les enfants des autres. Des enfants des sœurs qu'elle a acceptés par amour pour son mari chez elle. Qu'elle a élevé, qu'elle a nourri. Mais au moins, le mari était là. Le mari était là. Le mari assurait tout. Au moins financièrement. Donc, de ce point de vue, elle pouvait se dire que je vais
C'est mon mari, on a nos propres enfants, certes, mais ce sont aussi ses enfants, ce sont les enfants de ses petites sœurs ou de ses petits frères qui sont morts. Et il ne peut pas les abandonner. Mais cette femme-là, si elle n'a pas des revenus que lui, il avait, qui va s'occuper de tout ce monde? Qui va s'occuper de tout ce monde? Qui va organiser ses obsèques à lui? Lui qui a toujours organisé les obsèques des autres. Lui qui a toujours payé pour les autres. Lui qui a toujours tenu à la dignité des autres. Il n'a pas le droit de tomber. Il n'a pas le droit d'être celui qui a allongé. Moi, je ne pleure plus les morts. Je pleure rarement parce que tellement je suis consciente de ce qu'est la mort. Mais cette mort-là m'a fait pleurer ce matin. Parce que ce n'est même pas lui qui part que je vois. Mais ce sont ces inquiétudes que je porte. C'est tout ce monde qu'il portait que je vois. Si on était encore dans un état organisé, tous ces enfants-là auraient été placés. Ou s'il y a une tante, un oncle de la famille qui prend en charge, l'État soutient. Mais il n'y a pas. Pourtant, ce sont des Gabonais. Pourtant, ce sont des citoyens gabonais. Ce sont ces enfants qui devraient demain avoir à décider de l'avenir de notre pays. Mais l'État n'est pas présent dans leur vie. Notre pays, c'est du pays du chacun pour soi, Dieu pour tous. L'État ne prend pas soin de ses citoyens. C'est face à de tels drames que tu te rends compte de pourquoi tu te bats et de pourquoi tu ne dois pas abandonner. Au-delà de tout ce que les gens peuvent te dire, peuvent t'inventer, peuvent t'attribuer. Parce que toi, tu sais d'où tu viens. Toi, tu sais les Gabonais que tu fréquentes. Tu peux avoir atteint le sommet et rester avec les pieds sur terre. Savoir d'où tu viens. Savoir comment ça se passe dans la vraie vie des Gabonais. Quand on entend des milliards, des milliards, des milliards, des milliards, mon Dieu, tellement de Gabonais rêveraient n'avoir que ne serait-ce que 150 000, 200, 300 000 par mois. Être accompagné, on ne dit pas l'assistanat éternellement. Un État responsable. On a beaucoup de nos jeunes qui n'ont pas d'emploi. Beaucoup de jeunes étudiants, de diplômés qui sortent de l'université. S'il n'y a pas de métier dans leur domaine de prédilection, on peut les former à autre chose. On peut les former à devenir des assistants sociaux et même médico-sociaux. On peut les former à prendre soin dans chaque arrondissement, dans les quartiers, dans les villes de leurs concitoyens. Ils ont un salaire pour ça. On accompagne. Si l'État décide d'allouer, par exemple, 200 000 par mois à tous les Gabonais qui n'ont pas de revenus, il faut que l'État s'assure derrière de tout faire pendant ces 2 années pour que... Excusez-moi, allô? Alors, donc, je suis en direct, je peux vous rappeler après. Merci. Donc, j'ai mal. Et c'est ce que représente la mort de mon grand frère là. Chez les Blancs, on dirait mon cousin. Mais nous, on est africains. On dit c'est mon frère. C'est ça le drame. Il laisse les enfants qui sont encore en bas âge, puisqu'il s'est marié il y a à peine un an. Et son épouse était même enceinte. Donc des bébés. Des bébés. Je ne parle même pas de tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour dont il s'occupait sans se plaindre. La seule fois qu'il a osé se plaindre, c'est quand il pleurait sa sœur. Et quand il a vu comment il se débattait seul. Le petit apport que je lui ai donné, c'était pourtant rien. Mais il voyait ça comme si c'était, il me dit, ah ma petite sœur, vraiment, merci beaucoup. Tu n'imagines pas ce que ça représente pour moi. Parce que je me bats seul. Et c'est comme ça. Mon frère, c'est un peu tous les Gabonais en fait. La majorité de nos frères, de nos parents, ils se battent seuls. Dans une famille de 40, 50 personnes, s'il y en a un qui réussit, c'est lui seul qui va porter la charge de toute la famille.
c'est lui qui va veiller à ce que les plus petits aillent à l'école, que ceux qui sont malades soient soignés, que ceux qui sont morts soient enterrés, que ceux qui vont en mariage aillent en mariage dans des conditions. C'est lui qui doit veiller à ça. Voilà le système social de notre pays. Et ce n'est pas un système social. C'est un système social mortifère, meurtrier, assassin. Et l'État doit prendre ses responsabilités. L'État doit connaître que dans mon pays, j'ai tant de citoyens. Et ces citoyens sont dans telles conditions. Et je dois leur offrir subsistance dans leurs moments de difficulté. Et je dois leur organiser des conditions de sortir des situations de difficulté pour qu'eux-mêmes aussi aient des possibilités de contribuer et d'aider d'autres. C'est une chaîne. Ceux qui ont été identifiés dans la difficulté en 2025, ils sont identifiés, ils sont pris en charge pendant 2 ans ou 3 ans. Pendant les 2 ans là ou 3 ans là, même si la personne n'a pas un diplôme, n'a pas de qualification, on regarde les besoins du marché, les besoins d'embauche, d'emploi. On forme pendant ces 2 ans, ces gens-là. C'est la contrepartie à ce qu'ils reçoivent comme argent. On les forme. On leur donne une qualification. Et on se bat pour que, à l'issue de la 2e année, la personne qui était dans la situation de précarité, qui recevait 200 000 par mois là, ou 300 000, eh bien, il faut que cette personne sorte de ce circuit-là pour pouvoir être maintenant contributif et pour donner la place à d'autres précaires de prendre sa place. Parce que lui, quand il sort de là avec un emploi bien rémunéré. Et cet emploi permet des cotisations sociales qui permettent de prendre soin de ceux qui viennent après lui. C'est une chaîne. Pourquoi on ne peut pas faire ça au Gabon? Pourtant on peut. Il y a l'argent. Ce n'est pas l'argent qui manque. Il y aura toujours des super riches. Il y aura toujours mais si on essaye d'accorder un minimum de dignité humaine à ceux qui sont en bas de l'échelle là, ça nous dépasse en quoi? On peut le faire. Il ne suffit d'un peu d'amour pour son prochain. Pourquoi ça doit être encore un défi pour un Gabonais de manger? Pourquoi ça doit être un défi pour un Gabonais de se soigner? Pourquoi ça doit être un défi pour... Parce que là, lui, il est mort de quoi? Même si on n'a pas à vous le dire. Mais on va aller vérifier. C'est une erreur médicale. Tu fais confiance à ton pays. C'est pour cela que beaucoup ne veulent pas tout de suite se faire opérer ici. Il a fait confiance à son pays. Il est tombé malade. Oh l'estomac, oh l'estomac, oh l'estomac. Oh, on va opérer. Pourtant, il a voyagé à l'étranger il n'y a pas si longtemps. Il a fait son bilan. On a dit oui, il faut opérer. Ok. Il est revenu. Il a vu ses médecins ici. On a garanti que non, on va t'opérer ici, ça va bien se passer. La semaine dernière, il s'est fait opérer. Aujourd'hui, il est mort. Ça veut dire que ça s'est mal passé. Pourtant, il était bien portant. Hein? Il n'a jamais paru malade, il n'a jamais été faible. Lui-même, il conduisait encore sa voiture. Lui-même, il était encore là. Il participait il y a 2-3 jours. Il était encore avec ses frères et sœurs. Il était bien. Mais une opération qui se passe mal. On comprend pourquoi même dans ce pays, certains préfèrent que la mort vienne les trouver là, sans se soigner d'abord. Tu te dis, entre aller me mettre sur un billard pour m'opérer et attendre que la mort me trouve. Tu attends la mort. Tu attends que la maladie te consume. Parce que dans très souvent de cas, je ne dis pas que c'est dans tous les cas, dans très souvent de cas, ça se passe mal. Et c'est pour cela qu'on ne fait pas confiance à notre médecine. Et souvent parce que le plateau technique n'est pas, les moyens ne sont pas là. Moi-même, j'ai vu ça à l'hôpital militaire d'Angondji, quand mon petit frère était malade. Lui aussi, il a eu un cancer. C'était comme ça, bénédiction. Oh, on ne peut pas faire de radiothérapie ici. La machine qui faisait les radiothérapies est tombée en panne sous Ali Bongo. Il fallait 900 millions pour réparer la machine ou la changer. 900 millions. Au Gabon,
On n'a pas su trouver 900 millions pour soigner les Gabonais. Pourtant, vous allez à l'hôpital militaire d'Angondje. Section cancérologie, là, c'est plein comme ça là-bas de Gabonais. Quand tu es dehors comme ça, tu te dis que les Gabonais ne sont pas malades. Il faut aller dans les hôpitaux. Tu vas te rendre compte de comment les Gabonais sont malades. C'est plein. Des enfants, des adultes. Le cancer au Gabon est devenu comme une maladie tellement banale. Tellement tout le monde a un cancer dans ce pays. Quasiment. Mais ils n'ont pas, on n'a pas la radio, la machine qui fait la radiothérapie. Même la chimiothérapie. C'est difficile au Gabon. C'est très difficile. Même quand on te détecte un cancer tôt, on ne peut pas te le soigner. Voilà notre pays. Pendant ce temps, on donnait les bonus de 2 milliards aux gens. Pendant que l'hôpital général qui soigne les cancers dans notre pays ne pouvait pas s'offrir une machine de 900 millions de francs. Donc un peu moins d'1 milliard. On n'avait pas ces moyens. Voilà le Gabon. Mais pendant ce temps, les gens se distribuent les primes. Tranquille. Mais les priorités qui concernent la vie des Gabonais, on n'en a rien à faire. Donc, pour ceux qui demandaient, voilà, j'ai perdu mon frère. Et ça m'a vraiment affecté. Et ça m'affecte toujours. Et le plus grand drame de cette perte, c'est ce que je viens de vous décrire. Et c'est malheureusement la réalité de beaucoup de familles. La réalité de beaucoup trop de familles. De très nombreuses familles au Gabon. Cette réalité qui veut que, eh bien, on se batte seul. Mais quand quelqu'un qui se bat pour tout le monde tombe, on fait comment? On fait comment? Il était jeune, plein de vie. Même pour son opération, il démarre son véhicule lui-même pour aller à l'hôpital. Parce qu'il savait que ça devait passer. Mais comme lui, il avait la mentalité des Blancs, on va dire ça comme ça, de quelqu'un de civilisé, il ne va pas attendre que la maladie se développe. On lui dit c'est possible d'opérer et tout, et puis ça va bien se passer. Il dit ok, bon, je vais à l'hôpital, on va me faire opérer. Sinon, il aurait pu attendre, il aurait pu aller à l'étranger comme il a l'habitude d'y aller. Voilà la réalité. Donc j'espère vraiment que nos pouvoirs publics vont changer radicalement de paradigme. La politique de figuration, nous ne la voulons plus. La politique de l'instrumentalisation du peuple gabonais à être celui qu'on brandit pour venir jouer les justifications de je ne sais quoi, ou les justificatifs de quoi. Prenons soin de ce peuple, même contre sa volonté. Peut-être lui-même, il ne comprend pas encore l'importance et la nécessité de tout ce qu'on peut avoir comme combat à faire pour eux. Mais il faut le faire. Un jour, ils se diront que là, c'est trop. Le système social, sanitaire et médico-social au Gabon n'existe pas. Les pouvoirs publics doivent maintenant s'asseoir pour dire comment est-ce qu'on construit. Comment est-ce qu'on construit une société digne et qui rend sa dignité aux Gabonais. Nos militaires ont parlé de restaurer la dignité du peuple gabonais. Il n'y a pas de dignité sans conditions de vie de dignité humaine. Il n'y a pas de dignité sans autonomie de vie. Et c'est à l'État d'organiser cela. Ce n'est pas à chaque membre de chaque famille. Beaucoup souffrent sans parler. Beaucoup subissent, beaucoup survivent, ils ne vivent pas. Parce qu'ils prennent ça comme une mission de vie. Mes parents m'ont laissé la responsabilité de m'occuper des miens. Je n'ai pas à me plaindre. Pourtant, ce sont aussi les êtres humains qui ont des raisons de se plaindre. Qui se lèvent chaque matin, qui travaillent et qui ne voient même pas ce qu'ils font de cet argent. Parce que malheureusement, dans les familles pauvres, là, il y a toujours des problèmes tous les jours. Quelqu'un est mort, quelqu'un va avaler les clous là-bas à midi, quelqu'un, c'est sur toi seul qu'on compte. Et
tu ne peux pas y déroger. Tu ne peux pas te dérober. Tu dois tenir jusqu'à la fin. Mais le drame, c'est ce qui nous arrive là. Quand celui qui portait tout le monde tombe, il nous reste quoi? C'est toute une famille qui tombe. Et on a connu plusieurs familles comme ça. Moi, j'en ai connu. Des familles où il y avait quelqu'un qui portait tout le monde. Et pendant que cette personne vivait, tout le monde était en haut, comme on dit. Tout le monde vivait, tout le monde réussissait. Et dès que cette personne mourait, c'était la perdition totale. Plus personne n'avait de repères. Des gens qui étaient destinés à faire de brillantes études sont obligés d'aller faire une petite qualification quelque part parce qu'ils n'ont plus de soutien, ils n'ont plus de repères. Si avec l'aide de ton grand frère ou de ton oncle qui portait toute la famille là, tu pouvais aller entreprendre des études de droit, des études d'ingénieur, des études de ceci. Mais le jour où il meurt, tu prends conscience que tu ne peux plus. Il n'y a plus personne pour te soutenir. Donc, ton projet de vie ou d'études là est anéanti. Parce que tu dois maintenant chercher toi-même à manger. Puisque lui, il t'évitait de chercher à manger, de chercher où dormir, de chercher comment payer l'électricité et l'eau en t'hébergeant chez lui ou en payant pour toi cela. Pour que tu te concentres sur ton projet de vie. Mais dès qu'il s'éteint, tu ne peux plus. Et vous n'êtes pas des héritiers légaux, même s'il y avait un petit héritage quelque part. Et sachant qu'il était encore jeune, ça va être difficile d'aller chercher un héritage quelque part, à part la maison ou les maisons. Et personne ne fera le reproche à son épouse de dire que non, je garde la maison ou pour les enfants. Ils sont prioritaires. Voilà le drame de nos familles. Voilà le drame des familles gabonaises. Et j'en parle aujourd'hui, au-delà de ma peine, au-delà de ma douleur, au-delà de mon deuil. Non pas seulement pour moi, ou pour ma famille, ou pour les miens qui sont touchés. Parce que je suis consciente que cette réalité est partagée par beaucoup de Gabonais. Une énorme majorité de nos compatriotes sont exactement dans ces situations. Et il faut que ça cesse. Il faut que le citoyen gabonais existe et que l'État en prenne conscience et que l'État agisse dans ce sens pour sa dignité humaine. Et qu'on arrête d'asphyxier les quelques individus qui se sont battus pour réussir leur vie, pour s'occuper de tout le reste de la famille. C'est pas possible. Et ce sont les comportements comme cela, ça n'a rien à voir avec lui, mais qui peuvent même amener, qui amènent la corruption et tous les maux que nous décrions dans notre pays. Parce que si tu arrives aux responsabilités, tu as un poste public et tu as tout un village à entretenir, à t'occuper. Quelqu'un est malade au village, c'est toi qu'on appelle. Quelqu'un n'a pas de médicaments. Ton propre salaire, même en tant que ministre, ne peut pas suffire à s'occuper de la terre entière. Donc, tu commences à mettre la main dans la pâte de ce qu'il ne faut pas. Et après, demain, devant la barre, on va venir crier que oh, tu as fait ceci, tu as fait cela. Mais c'est la société qui est organisée comme cela. Tout ce que tu trouves devant ton portail, qui te tendent une ordonnance, qui te tendent leurs problèmes là, tu fais comment si tu ne leur apportes pas de solution? Voilà la réalité. Et il faut la combattre. Vivement que la République soit vraiment effective et que la citoyenneté soit reconnue et que l'État s'occupe de ses citoyens. Je vous remercie. Mes sincères condoléances à toute la famille, à son épouse, à ses frères, à ses sœurs, à ses neveux et nièces, à son père, à ses mères, vraiment, à ses oncles. Beaucoup de courage. Essayons, si on peut, au moins de l'accompagner dignement. C'est tout ce que je peux vous dire. Je vous remercie.